Bonjour à tous. Alors, l'Agence Qualité Construction, normalement, vous connaissez à peu près. Elle a 40 ans cette année. Elle a 40 ans cette année parce qu'elle a été créée donc, peu de temps après la loi Spinetta, parce que dans les attendus de sa loi, Spinetta avait indiqué qu'il était indispensable de mettre en place des moyens donc, qui permettaient de prévenir les désordres, que les maîtres d'ouvrage n'auraient pas été assez attentifs donc, au regard de la protection qu'apportait la loi elle-même et qu'en conséquence, il y avait besoin de les inciter à l'être. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on a été créé. Donc, alors, il y a toujours des petites citations, hein, lisez-les, c'est important, c'est en lien avec le sujet. Donc pensez à les enregistrer, c'est des citations qui valent la peine. Donc on a été créé donc, il y a 40 ans avec un certain nombre d'acteurs au niveau des organisations professionnelles qui étaient sur les fonds baptismaux avec l'État, hein, qui a été à l'initiative de la création. La création est sous forme d'association loi 1901. Aujourd'hui, donc, on est 52 membres. On a un seul objet, hein, la prévention des désordres et l'amélioration de la qualité de la construction. Et c'est effectivement ce qui nous occupe. Donc, en l'occurrence, cette occupation, elle est traitée avec plusieurs approches. Bien évidemment, l'observation, c'est essentiel. Hein, Serge Lenévé l'a dit pour le bois, mais on fait ça pour l'ensemble des techniques constructives. Et puis, à partir de ce que l'on récupère dans l'observation, on peut faire de la prévention, à la fois sur les produits, je vais en parler un petit peu plus tout à l'heure, de la prévention sur les techniques de construction. Donc tout ça au regard de ce qui existe au niveau réglementaire et normatif. Et puis on a depuis quelques années des travaux, des grands programmes pour faire évoluer un certain nombre de dispositifs normatifs avec différentes formes pour justement permettre la mise à niveau de l'ensemble des professionnels pour répondre à l'évolution des attentes sociétales. Ça s'est rendu formalisé par le gouvernement, des attentes du grand public, donc à la fois au niveau énergétique et au niveau environnemental. Donc ce sont des programmes dont vous avez dû entendre parler, Pacte, FIBAT, Profil, Ombré. Donc j'en parlerai pas en détail, donc je le dis maintenant. Donc à l'intérieur de ces programmes, on produit à la fois des dispositifs de recommandations professionnelles qui ont valeur de DTU dans l'usage vis-à-vis des assurances, et puis on produit aussi un certain nombre d'outils, un nombre important d'outils, et puis un nombre important aussi de dispositifs de mesure de la performance, puisque il est quand même indispensable de savoir si effectivement ce qu'on met en œuvre, ça permet d'atteindre les performances qui sont souhaitées. Et là, la citation est fondamentale. Et donc, avec tout ça, on essaye de faire de la communication. Et je retiens qu'on n'en fait probablement pas assez aussi sur un certain nombre d'autres outils, comme indiqué tout de suite. Alors, au niveau de l'observation, on a un outil premier qui est SICODES. J'insiste sur les limites de ce qu'on trouve dans SICODES. Donc, SICODES, c'est fait à partir des rapports des experts construction diligentés par les assureurs dommages ouvrages. Ça veut dire que dans SICODES, on ne trouve pas les éléments de sinistralité d'un certain nombre de grands maîtres d'ouvrage publics qui ne prennent pas d'assurance déo. On ne trouve pas dans SICODES une partie de la sinistralité qu'on trouve en maison individuelle, lorsque les particuliers ne prennent pas d'assurance déo. Donc c'est une limite. Ceci étant, dès lors qu'on connaît cette limite, les informations qu'on retrouve dans cet observatoire sont bonnes, statistiquement bonnes, et dans l'année prochaine normalement, ou un petit peu plus tard, nous devrions avoir l'ensemble, avec un dispositif informatique mis en place avec les experts construction, nous devrions avoir l'ensemble des rapports de sinistralité qui sont produits. Aujourd'hui, on en reçoit entre 25 et 30 000, donc ça nous fait une base de données qui est alimentée depuis 30 ans, donc vous faites la multiplication, vous verrez que ça fait beaucoup de choses, et donc on en tire un certain nombre d'informations. Et on va élargir ce travail-là. Deuxième élément de l'observatoire, c'est toujours à partir de ces rapports, on se donne les moyens d'identifier dans des sinistres liés à des produits, les sinistres qui pourraient devenir des sinistres sériels et qui, dans l'approche purement statistique, sont des sinistres invisibles, puisque non massifs dans un premier temps, et ce dispositif d'alerte qui est alimenté à la fois par notre recherche informatique, mais qui est aussi alimenté par vous tous, normalement, en plus d'un certain nombre d'autres acteurs. Donc, quand vous détectez, dans le cadre d'une expertise judiciaire, un élément qui est soit réglementaire, soit lié à un produit,
donc, et qui est l'élément qui a généré le sinistre, il est indispensable de nous le remonter, de façon à ce qu'on fasse un travail pour bien s'assurer que c'est bien le produit ou l'élément réglementaire ou l'élément normatif qui est le fait générateur du sinistre. Et dans ce cas-là, on enclenche un certain nombre de processus donc, pour éviter que ce sinistre sériel ne se développe et qu'il y ait des conséquences assez fâcheuses. Donc on en a en cours des sinistres sériels supposés, je dirais. En général, quand on dit supposés, c'est qu'ils sont quand même confirmés, mais pas encore mis sur la place publique parce qu'il y a un certain nombre de précautions à prendre. Mais on a un certain nombre de sinistres sériels donc, qui sont supposés en ce moment et sur lesquels on travaille beaucoup avec les professionnels pour voir donc, comment s'y prendre avec les professionnels et avec les assureurs pour anticiper donc, l'évolution des désordres. Troisième observatoire, l'observatoire Rex Bâtiments Performants, je vous en ai parlé régulièrement, c'est un observatoire qui est fondamental. Donc on s'appuie sur un certain nombre d'acteurs sur le terrain pour l'alimenter, puisqu'on va dans des bâtiments qui anticipent donc, les évolutions réglementaires et on identifie, dans le cadre de cette anticipation des évolutions réglementaires ou normatives, les difficultés qui peuvent être rencontrées à la fois par les concepteurs et par les acteurs, les problèmes de mise en œuvre, et à partir de là, on peut faire évoluer donc, l'approche réglementaire, on peut faire évoluer l'approche normative, on peut faire évoluer un certain nombre de choses, et en tirer toutes les leçons de façon à ce que, par la réglementation, par la norme, par les recommandations professionnelles, donc on ne génère pas donc, des sinistres effectivement. Et puis le dernier observatoire, donc Vigirisque, donc c'est un système où on souhaite aussi des informations d'alerte générale. Voilà, tiens, j'ai vu ce truc-là, c'est bizarre. Donc qu'est-ce que vous en pensez? Et puis on garde, hein, c'est tout à fait essentiel. Alors l'actualité, donc par rapport à cet observatoire, c'est que on vient de mettre en place, donc à la disposition de tous les acteurs, une plateforme donc, qui permet à tout un chacun de faire des analyses sur la base de données SICODES. Donc on a mis en place cette plateforme. Donc ça permet de faire, au-delà de ce qu'on présente, donc, qui est un travail à minima dans notre rapport de l'observatoire, dans notre rapport annuel de l'observatoire, donc la possibilité d'aller fouiller plus en détail sur telle ou telle donc, technique, donc ce qu'il y a comme élément statistique, aller fouiller plus en détail ce qui se passe à certains niveaux régionaux. Donc, je vous confirme, donc, comme les techniques développées dans les régions ne sont pas toutes les mêmes, je confirme aussi que les sinistres qui sont dans toutes les régions ne sont pas tous les mêmes, et il n'y a pas la même portée de sinistre dans toutes les régions. Alors, de là à dire que dans des régions, il y en a qui travaillent un peu moins bien que d'autres, il y en a qui le diront. Mais c'est pas moi qui le fais. Voilà, donc c'est à votre disposition. Et puis, vous avez l'adresse qui est ici, hein, comme vous avez à disposition l'ensemble des documents, donc vous pouvez y aller. Il y a, en plus de ça, donc, ils l'ont fait pour moi, hein, parce que je ne suis pas très malin, mais ça peut être utile. Bon, vous êtes plus malin que moi, mais il y a des tutoriels pour expliquer comment ça fonctionne et comment fouiller dedans, et ça me permet de voir un certain nombre de choses. Je rappelle le contexte assurantiel. Alors, un point important sur le contexte assurantiel, il n'y a pas un accord ferme entre les assureurs sur la pratique de prise en compte d'enjeux que l'on pourrait donner. Donc, la référence qui est donnée ici, qui est une référence sur laquelle ils se sont mis d'accord, donc au sein de la FFA, donc, au travers donc, de la définition de la technique courante, hein, qui est dans leur référence, donc, et je réexplique donc, ce qu'on trouve donc, comme élément de technique courante, et c'est important, mais je rappelle que technique courante ou pas technique courante, l'obligation d'assurance existe, et que technique courante ou pas technique courante, le montant de la prime d'assurance, c'est l'assureur qui la fixe, dans le dialogue avec son assuré. Et qu'il n'y a pas d'automaticité de niveau de prime d'assurance donc au regard de ce classement binaire. Alors, ceci étant, ce classement binaire, c'est intéressant de le savoir, puisque un certain nombre d'acteurs ont dans leur police d'assurance une référence à ce classement binaire. C'est-à-dire qu'ils sont assurés dès lors qu'ils conçoivent et utilisent des matériaux qui relèvent de la technique courante. Et puis il est prévu dans leur police d'assurance qu'ils peuvent avoir des pratiques ou des matériaux qui ne relèvent pas de la technique courante, mais qui doivent en parler préalablement avec leur assureur. Donc il est important de connaître cette différence, parce que celui qui oublierait
Donc de dire à son assureur qui fait quelque chose qui ne relève pas de la technique courante alors qu'il est censé le déclarer, donc au regard de sa police d'assurance, ça peut lui apporter quelques ennuis. Donc il est important d'avoir ça en tête. Donc quand bien même pour les architectes, si je ne m'abuse, donc ce dispositif-là ne soit pas précisé dans vos polices d'assurance, mais avec les acteurs que vous pouvez piloter, c'est important de le savoir. Et donc je suppose que vous le connaissez tous, hein, parce que je vous le représente chaque année. Donc technique courante, c'est effectivement normes DTU, recommandations professionnelles, donc règles professionnelles validées par la C2P, avis technique donc, et DTA validés par la C2P. Donc tout ça, c'est la technique courante. Si ça ne l'est pas validé par la C2P, c'est pas grave, hein, ça peut quand même être utilisé et ça peut marcher. Même des fois, ça marche. Mais c'est de la technique non courante. Donc, et un point important, donc, qui n'est pas complètement enregistré par tous, donc ce qui est ETN, étude de technique nouvelle, ce n'est pas de la technique courante, parce qu'un des principes importants donc, qui permet de qualifier donc, en technique courante, c'est le fait qu'il y ait eu un ensemble d'acteurs autour de la table pour travailler sur cet enjeu. Et dans tous les cas de technique courante qui sont indiqués ici, c'est bien au travers d'un ensemble d'acteurs, donc du concepteur, des entreprises, des contrôles techniques, des experts de la construction, des assureurs, donc, qui ont été en même temps autour de la table et qui, dans le cas d'un consensus, donc, ont permis le classement en question. Voilà, un petit rappel de nos activités. Alors, les matériaux biosourcés, ben, c'est quelque chose qui bouge beaucoup en ce moment. Donc, on en a beaucoup parlé. Hein, je vais essayer de limiter les répétitions par rapport aux précédents intervenants. Donc, un gros coup de boost avec l'Aéro 2020, ça a été cité alors, à plusieurs reprises, donc je ne réinsiste pas du tout. Un autre boost qui a été cité juste par Serge Lenévé, c'est les JO 2024. Donc, JO, c'est pas que courir ou faire de l'escrime, c'est aussi donc, une image sur les techniques de construction qui sont développées donc, dans le pays qui accueille. Et à chaque fois, il y a vraiment un gros travail là-dessus. Et donc, il y a eu un choix très volontariste, donc d'être en anticipation sur un certain nombre de sujets pour montrer la capacité française donc, à faire évoluer ces pratiques constructives. Et c'est tout à fait fondamental. Et donc, il y a des expérimentations donc, assez compliquées donc, auxquelles on participe donc, avec la Solideo, donc, qui sont en cours de mise en œuvre. Certaines ont été abandonnées d'ailleurs, puisque ça ne marchait pas, ça ne concernait pas le bâtiment, c'était sur d'autres sujets. Mais il y a un vrai travail là-dessus, et ce sera un outil considérable d'exploration. Donc on va faire du REX, donc, que j'évoquais tout à l'heure, sur ce qui est fait dans le cadre de ces JO, pour voir comment ça évolue et comment on pourra imaginer des généralisations d'un certain nombre de technologies, donc certaines ont déjà été cités. Alors, les matériaux biosourcés, donc biomasse végétale, et un certain nombre de choses, on les a vus ce matin. Donc, les caractéristiques, stockage du CO2, consommation minime, d'énergie grise, faible empreinte carbone, etc. Alors, ceci étant, donc, dans les matériaux biosourcés, il y a quand même besoin d'étalonner un certain nombre de performances. Et pas seulement les performances par rapport au carbone, pas seulement les performances par rapport donc, à la thermique, mais aussi des performances mécaniques, parce que finalement, les éléments de structure, ça sert aussi donc, à la mécanique du bâtiment, et donc il est indispensable donc, d'avoir une capacité à mesurer donc, la performance mécanique quand les matériaux sont utilisés donc, avec une fonction mécanique. Et c'est souvent un des points importants sur lequel ça peut coincer dans les débats, hein, parce que ce n'est pas simple à mesurer et ça peut poser des difficultés. L'autre point compliqué, c'est celui qui a été évoqué, mais on en reparlera un petit peu, donc la perméance et puis donc, la gestion de la vapeur d'eau. Ce n'est pas aussi simple qu'on voudrait bien le dire. Donc, dans le cadre des réflexions qu'on a eues justement sur le village olympique, on a vu que c'était franchement pas simple. Et la condensation, elle peut se produire même sans aucun élément externe, donc au milieu d'un isolant, si on n'a pas fait les bons calculs. Et puis, quand il y a de la condensation au milieu d'un isolant et qu'il est biosourcé,
c'est pas très sympa sur la suite. Donc il y a de vrais sujets. Et je suis désolé de dire qu'on n'est pas encore en totale connaissance du phénomène, quels que soient les matériaux, quelle que soit la compacité, quel que soit l'usage initial. Alors pour autant, donc, par rapport aux travaux que l'on mène avec les différents acteurs, au niveau de la paille, donc ça a été cité, il y a des règles professionnelles qui ont été publiées en 2012. Elles n'ont pas été imaginées en 2012. Donc c'était un travail de très nombreuses années que l'on a fait donc, avec le RFCP, donc, qui je précise, donc, et c'était une image assez symbolique, donc, à son siège qui est basé dans la maison Feuillette qui vous a cité hier, donc, et qui s'en sert comme un phare, et à juste titre, hein, puisqu'il y a vraiment des travaux de fond qui ont été faits sur tous les aspects structurels, effectivement, thermiques et environnementales. Et de fait, donc, ces règles professionnelles, donc, elles sont une bonne référence pour construire. Et au-delà de l'école qui a été évoquée ici, je signale qu'il y en a plusieurs écoles qui ont déjà été construites en construction paille en région parisienne. Et puis les apports de la construction paille dans le confort interne donc, sont indéniables. Et puis, mais il y a des enjeux de technique de construction et puis de finesse dans la technique de construction. Il ne faut pas donc, qu'au travers d'une mauvaise pratique, on puisse éliminer une filière donc, qui apporte effectivement, qui peut apporter énormément de choses. Et puis un tout petit point aussi, donc, si vous pouvez être amené à faire de la conception là-dessus, donc vérifier d'où vient la paille. Donc, ce que j'ai parlé d'écoles donc faites dans la région parisienne, la paille n'était pas complètement française. Alors il n'y a pas un passeport dessus, hein, mais ça venait de très loin. Voilà, ça venait de très loin parce qu'ils n'ont pas été en situation, et c'est souvent un des problèmes d'ailleurs hein, sur le bio, de trouver une filière structurée. Et il y a toujours une interrogation entre l'amont et l'aval, c'est qu'est-ce qui permet de faire. Petite digression. Alors sur le chanvre, donc c'est un sujet donc, qui a largement été évoqué aussi, donc, où c'est un peu compliqué, hein, donc je confirme qu'il y a besoin de travailler ensemble, de partager, d'écouter donc, toutes les questions. Ce n'est pas une décision politique qui fait que ça marche ou ça ne marche pas, c'est vraiment une démarche scientifique. Et donc, tant qu'on restera dans des démarches scientifiques, on pourra avancer là-dessus. Et il y a un enjeu fondamental. Donc, est-ce que la filière chanvre donc, soit bien en ordre de marche donc, pour donc, fournir tous les éléments utiles à la construction utilisant donc, le chanvre au travers du béton de chanvre et autres, de façon à ce qu'on ait une sécurisation au niveau de cet usage. Pour ce qui concerne donc, autre sujet, ce n'est pas complètement biosourcé, mais la terre crue. Donc, on peut l'utiliser en association avec un certain nombre d'autres, avec un certain nombre de matériaux biosourcés, hein, ça a été évoqué, c'est essentiel. Donc je vous confirme que là, on mène en direct, on pilote en direct un certain nombre d'études. On a financé dans le cadre de Profil en particulier un certain nombre d'études sur la terre crue. Et puis il y a des règles professionnelles qui ont été acceptées déjà en 2015. Donc il y a des travaux qui sont assez lourds, hein, qui ont pu être cités déjà. Donc des travaux donc au niveau des professionnels, des travaux au niveau du CEREMA, des travaux au niveau de l'ENTPE, donc avec un certain nombre de chercheurs qui sont mobilisés là-dessus. Et c'est toujours très très bien que le milieu universitaire aussi puisse se mobiliser sur ces sujets. Alors un petit rappel sur les choses désagréables. Donc la ouate de cellulose, donc il y a eu des débats donc, qui étaient assez compliqués donc, au travers des enjeux de sécurité incendie sur la ouate de cellulose. Donc, et puis au niveau de l'usage d'additifs ignifugeants, donc avec les sels de bore et puis les sels d'ammoniac, donc avec des débats qui étaient assez pénibles. Donc là aussi, de façon tout à fait opportune. Donc certains ont porté ça donc avec des décisions politiques. Je confirme que la politique ne fait pas de la technique et que donc, nous sommes indépendants et que nous produisons des réflexions avec l'ensemble des acteurs, donc en nous éloignant des sphères politiques donc, qui remettent en cause les réflexions techniques effectives
donc un élu m'ayant dit à cette occasion, d'ailleurs de la boîte de cellulose, un élu universitaire en physique, donc m'a dit que c'était complètement faux que la boîte de cellulose puisse brûler. Donc on sent que c'est effectivement une vérité, que la boîte de cellulose ne peut pas brûler, puisqu'un élu l'a dit, un élu important. Voilà, donc on a des bouchons d'oreille dans ce cas-là. Je n'ai pas encore parlé du bois, donc c'est vraiment la filière qui a remarquablement avancé ces 10 dernières années. Donc il y a un certain nombre d'acteurs qui sont très fortement mobilisés, donc au travers d'une structure qui s'appelle Adivbois, qui a été citée aussi, donc qui a fait un travail remarquable avec l'ensemble des acteurs, qui a mis les moyens, donc qui n'a pas mis la poussière sous le tapis. Donc au sein d'Adivbois, on a effectivement identifié donc, tous les problèmes qui pouvaient être rencontrés dans la construction bois. Ils ont tous été pris à bras-le-corps avec l'ensemble des acteurs de la filière. Donc, et un certain nombre d'outils ont été produits. Donc là, alors j'ai vérifié que j'avais bien remis les DTU qui ont été cités tout à l'heure, donc j'en donne un tout petit peu plus. Il y a vraiment aujourd'hui des outils qui vont permettre d'avancer. Alors, pour autant, il y a effectivement toujours un vrai sujet, c'est la problématique incendie, avec des débats dogmatiques donc, de certains acteurs et qui posent de vraies difficultés. Et effectivement, je ne désespère pas qu'on y arrive, sachant qu'au niveau toujours du village olympique, donc, il y a des dispositions qui ont été prises et que l'on va pouvoir donc, surveiller. Alors, les principaux risques dans des matériaux biosourcés, c'est donc deux, donc, la sensibilité à l'humidité et puis la sensibilité face au risque incendie. Donc, ce qui est vrai à peu près pour tous les matériaux, mais pas avec la même ampleur. Donc, effectivement, les matériaux biosourcés, donc, sur ces deux sujets-là, sont beaucoup plus concernés. Et du coup, il ne faut pas les ignorer. Donc, dans la conception, il faut les prendre en compte. Dans la mise en œuvre, il faut les prendre en compte. Et dans la problématique d'entretien, il faut le prendre en compte. Donc, pour répondre à la question de tout à l'heure, ceci étant, les enjeux d'entretien, ce n'est pas que les matériaux biosourcés non plus. Donc, et on est en train de travailler sur des fiches d'entretien. Et pour répondre donc, avec une autre portée de la question de tout à l'heure, donc les évolutions réglementaires, donc je ne suis pas un grand fan de l'imposition, mais avec le carnet de santé du bâtiment, je ne sais pas comment il s'appellera in fine, on peut imaginer qu'on rende obligatoire donc, un certain nombre de fiches d'entretien, donc quel que soit le matériau utilisé, parce que tous les matériaux, tous les équipements ont besoin d'un entretien plus ou moins important. Alors, donc, les principaux sujets de désordre avec les matériaux sourcés, donc je vous l'ai dit, humidité avec la moisissure et parfois la ruine. Alors, je signale un exemple que je ne montre pas, mais un immeuble de deux étages avec un problème de piège à eau dans l'isolant, donc invisible, qui a détérioré la structure bois, et il n'y a pas de solution de réparation. C'est un bâtiment qui a moins de 10 ans, et la seule solution vue par l'expert judiciaire mandaté, qui n'est pas ici, donc, puisque ce n'est pas un architecte, donc c'est la démolition et la reconstruction. Donc ça peut aller très loin, donc ces problèmes d'humidité, et vous allez avoir l'occasion de vous amuser donc avec ces problèmes d'humidité et les douches sans ressaut, puisque là, il va y avoir un vrai régal. Donc, alors, déjà, même sans bois, avec bois, pas très sympa. Donc l'incendie, j'ai dit, il y a un recalage des doctrines qui ne sont pas cohérentes. Ça pose vraiment beaucoup de problèmes aux industriels. Et puis, ça a été cité aussi donc dans la construction bois, le problème de l'inconfort acoustique. Et il y a un autre problème, donc, mais qui est assez facile à résoudre, c'est l'inconfort été, donc avec le manque d'inertie de la construction bois, et qui peut être compensé très intelligemment en générant de l'inertie, donc avec un certain nombre d'artifices qui peuvent être tout à fait opérationnels dans la construction. Alors dans les désordres les plus fréquents, donc ceux de l'humidité, donc là je donne une alerte aussi,
c'est les stockages non protégés en phase chantier. Les phases chantier non protégées, j'ai vu des photos qui m'ont inquiété. Donc quand on monte pendant le chantier, eh ben, il faut protéger, c'est-à-dire qu'il ne faut pas laisser comme ça en visible la paille ou autre aux intempéries, parce que de fait, ça gave d'eau et elle a beaucoup de mal à s'évacuer. Et puis après ça, on la piège. Même si on met des humidificateurs donc en haut de la botte, on ne voit pas ce qui se passe tout à fait en bas. Et il peut y avoir des pièges. Vraiment, c'est un des pièges importants. Donc il est essentiel de respecter ces deux sujets-là. Autre sujet donc, lié à l'humidité, ça répond à une des questions aussi, c'est un enduit sur isolation en paille avec des remontants capillaires, parce que là, quand on forge justement, on prend des protections contre les remontées capillaires, on évite ce type de désordre, donc c'est tout à fait essentiel et très très compliqué à corriger. Hein. Les assureurs n'aiment pas du tout, parce que c'est vraiment très très compliqué à corriger. Et puis, les matériaux bois en contact avec le sol, c'est pareil, donc c'est pas bon non plus. Alors d'autres petites photos sympathiques sur les désordres liés à l'humidité, donc avec les moisissures, des collements divers et variés, avec des remontées capillaires plus ou moins importantes, des moisissures plus ou moins sympathiques. Donc vous aimez ces photos. Et puis il peut y avoir des pièges un petit peu plus compliqués. Donc sur la photo du haut, donc avec l'absorption de l'eau du béton de chanvre par le bois, parce que ça n'a pas été pensé avec une protection et une détérioration donc de la poutre, et puis des problèmes de réglementation acoustique donc sur cette photo. D'autres photos sympathiques donc, liées à des risques d'incendie. Alors, ce n'est pas toujours tout le bâtiment qui flambe, mais quand il n'y a pas de respect donc, des autres corps d'État au travail qui est fait donc, autour du bois, il peut y avoir des gros problèmes. Donc, on avait effectivement préconisé sur les chantiers du village olympique, malheureusement ça n'a pas été fait, donc d'imposer donc, une formation d'une demi-journée, d'une journée de sensibilisation de l'ensemble des ouvriers, de façon à ce qu'ils intègrent bien les enjeux donc, de la construction bois et des précautions qui sont à prendre par rapport à ça. Ceci étant, ça devrait être sur tous les chantiers d'ailleurs, qu'il y ait une présentation aux ouvriers, donc des enjeux du chantier, des difficultés qu'ils peuvent y rencontrer, qu'ils peuvent traverser, et les éléments essentiels de respect qu'ils doivent avoir par rapport à la prestation de leurs petits camarades. J'en profite pour rappeler que 90% des désordres sont liés à des interfaces, donc interfaces entre personnes, interfaces entre matériaux, et que ces problèmes d'interface pourraient très facilement être traités si on respectait le travail de son voisin. Donc les bonnes pratiques, donc le lien était là, hein, j'avais la fiche sous les yeux, hein, la formation des acteurs. Le respect des règles de l'art, des règles professionnelles, les avis techniques, etc. La préparation de chantier. Alors, là, il y avait des obligations réglementaires, il me semble, dans la commande publique, de délai donc, de préparation minimum obligatoire entre la signature du marché et le lancement du chantier. Et quand c'était imposé, là j'ai trouvé que c'était vraiment une bonne idée réglementaire, parce que donc, ça donnait effectivement le temps de préparer, le temps de discuter entre acteurs, de façon à ce que, quand on commence le chantier, on sait tous ce qu'on va faire. Alors il y en a qui en profité pour faire autre chose, hein, et puis sans se parler, et puis qui arrivaient devant le chantier comme si le marché avait été signé la veille. Ceci étant, le message était très très bon. Et il y a quand même beaucoup de gens qui sont très sérieux et qui en ont profité. Là, le message qui a été passé, donc pour des raisons obscures, de diminuer ce délai minimum, c'est vraiment un contre-message sur la qualité. Bon, c'était pas ça le sujet, c'était pas la qualité, c'était autre chose, mais c'était aussi un contre-message sur la qualité. Voilà, et puis dernier élément sur la bonne pratique, hein, donc je l'ai réévoqué, donc la vie en œuvre, la maintenance, l'entretien, donc dans tous ces cas. Alors les bonnes pratiques, donc c'est l'utilisation d'un humidimètre au bon endroit. Dans le cas des dispositions que Serge Lenévé a citées aussi, donc il a triché sur le village olympique, donc avec les panneaux rapportés.
Donc la sécurisation donc, par rapport à ça, alors je ne sais pas, c'est la FCBA qui a calé le dispositif de sécurisation de mesure tous les 10 panneaux pour vérifier... c'est la Socotec qui a été... D'accord. Donc, voilà. Donc il y a un vrai problème donc, sur ce chantier de migration de la vapeur d'eau, donc le bâtiment construit et en phase construction, hein, puisque ça marche dans un sens puis dans l'autre. Et du coup, donc avec la préfabrication, il a été imposé aux constructeurs de vérifier systématiquement l'humidité dans les panneaux en leur demandant de changer les panneaux pour lesquels le résultat n'était pas bon. Bon, c'est pas simple à mettre en œuvre. Donc il y a un constructeur qui a dit bah non, moi je ne fais pas. Et donc je reviens à un dispositif traditionnel. Et puis il y en a d'autres qui jouent le jeu. Et ça va être très intéressant de voir un petit peu comment tout ça se comporte. Donc il est indispensable de protéger les isolants en comble par un film anti-poussière. Hein, c'est un truc auquel on ne pense pas toujours. De protéger les intempéries, les isolants mis en œuvre en extérieur. Donc c'est une répétition pédagogique, de façon à ce que ça rentre bien. Et puis avoir des machines à souffler ou insuffler qui doivent être réglées pour chaque chantier. Hein, ce qui a été cité tout à l'heure était tout à fait pertinent. Et puis pour la ouate de cellulose, je rappelle donc au-delà des problèmes que j'ai cités tout à l'heure, on a quand même pu avancer sur le sujet en imposant un certain nombre de choses dans le DTU. C'était la distance au feu, donc avec des règles précises de distance au feu, des règles de capotage donc, pour les inserts électriques et des règles d'information sur les tableaux électriques quand il y a de la ouate de cellulose pour éviter qu'après travaux, il y ait quelqu'un qui vienne intelligemment encastrer un spot sans se préoccuper de ce qu'il y a au-dessus et puis puisse déclencher un feu couvant. Je ne sais pas comment les assureurs prendraient un incendie alors que ces précautions, qui ne sont quand même pas très, très compliquées, ne seraient pas respectées. Donc je confirme que le respect des règles de l'art évitera un grand nombre de sinistres. Alors quelques éléments, donc j'en termine là-dessus, j'espère que je n'ai pas été trop long. Alors quelques éléments, donc la publication semestrielle de la C2P, donc en janvier et en juillet, je vous invite systématiquement à la lire. C'est essentiel de la connaître, hein, puisque c'est là où on rappelle l'ensemble des problèmes, l'ensemble de ce qui est mis en observation. Ce n'est pas neutre, ce qui est mis en observation. Je rappelle, mise en observation ne veut pas dire retirer du marché. Donc, mis en observation, ça peut être sur le marché, mais pas couvert par l'assurance. Donc avec la liste verte où vous pouvez trouver donc, tout ce qui est en liste, tous les avis techniques qui sont effectivement en liste verte, et puis quelques publications donc, spécifiques aux matériaux biosourcés, donc matériaux biosourcés, construction en bois, construction en terre crue, isolant, donc biosourcés, donc les points de vigilance. À chaque fois, on essaye de mettre en exergue des problèmes et des bonnes pratiques. Donc je précise que tout ça, c'est gratuit. Vous pouvez le télécharger sur notre site, c'est gratuit. Et puis, vous pouvez aussi regarder notre revue. Là, il faut un abonnement, mais notre revue où on essaye d'anticiper un certain nombre d'évolutions techniques. Donc, il y a un abonnement parce qu'il y a des journalistes qui font. Voilà. Bon, et on n'est pas tout à fait coupable, mais quand même un peu. Merci infiniment.